Bonjour mes petites ailes, voici la vidéo voyance du général de Gaulle. Merci de liker la vidéo, le pouce bleu est extrêmement important. Si tu es une nouvelle elfe sur cette chaîne, abonne-toi pour rien rater de ce qui s'y passe. Bisous, à très très vite. Bonjour et bonsoir, chers elfes et elfines, ou elfettes de mon épouse, voyant sur le général de Gaulle. Voilà, à toi. Parfait. Allez, c'est parti. Alors, le général de Gaulle, je dirais juste avant, parce que ça explique un certain nombre de choses. Il y a deux choses à savoir quant à sa naissance. Il est né dans une famille militaire, donc avec des valeurs très fortes, et il est né à Lille, donc c'est un ch'timi. Hein, on peut visiter sa maison natale à Lille. C'est ce qui explique qu'il était aussi dévoué, je dirais, pour la France et qu'il soit quelqu'un qui était indifférent pour personne. Voilà. Alors, celtique, coucou. Charles veille-t-il sur la France de l'au-delà et participe-t-il à la préparation de la libération? On dit oui. Alors, il est désastré par le désastre, c'est le cas de le dire. Désastré. Il est. Non, c'est pas désastré, c'est. Oui, mais c'était pour faire un peu de... Oui. Oui, il veille sur la France. Voilà. Et participe de là-haut par ses prières et tout ce qu'il fait en haut, de l'autre côté, à la libération de la France d'une autre manière. Et aux retrouvailles de nos vraies valeurs. Il ne faut pas s'attendre à autre chose avec. Et il est exaspéré. Alors. Donc, Raoul, coucou Raoul. Je me suis laissé dire qu'il allait régulièrement voir un voyante, avant chaque décision importante. Est-ce vrai? Alors, je sais qu'il priait beaucoup. Il avait Ça, d'ailleurs oui. un neveu qui était prêtre, mais il priait beaucoup. Autant possible, il essayait d'aller à la messe une fois par jour, sinon au moins une à deux fois par semaine. Après, c'est possible qu'il était voir des voyants reconnus, mais des voyants, on va dire, les voyants catholiques. Il était au courant de certaines prophéties, ça c'est certain. Alors, on confirme ce que Paul-Éric a dit. Alors, en effet, il était au courant de certaines prophéties. Donc, par rapport à ça, il a cherché quelqu'un de très compétent qu'il a d'abord testé et surtesté. Et à partir de là, il a décidé de faire confiance et de consulter la personne. C'est une voyante femme. Voilà. Bah oui, forcément, si je dis voyante, pardon, mais c'était une femme, donc. Voilà. Et en effet, il allait... alors, pas forcément pour chaque décision, mais on va dire pour les décisions vraiment où il sentait que il avait besoin d'être guidé et il savait que cette voyante allait le guider avec honnêteté et subtilité. Alors, il y a une autre personne qui était toujours au courant des problèmes et à qui il demandait toujours son avis, c'était son épouse, Yvonne. Alors, il en tenait compte ou pas, mais il trouvait que son analyse était très intéressante, donc il avait besoin de savoir son opinion. Mais je crois qu'une fois elle a fait le commentaire que de toute façon il ne l'écoutait jamais, ou je ne sais plus quoi. Mais il avait besoin de savoir son opinion quand même. C'était un couple très très uni, hein, avec beaucoup d'amour. Si tu ferais quelque chose sur De Gaulle, il faut quand même
Alors là aussi, il n'y a pas de hasard. Ils se sont rencontrés, il était donc élève à Saint-Cyr-l'École, l'école de Saint-Cyr pour les jeunes filles nobles de familles ruinées que Madame de Maintenon, deuxième épouse de Louis XIV, dernière maîtresse, deuxième épouse, a créé. Et donc les deux familles, puisque Yvonne est d'une famille bourgeoise, et les deux familles voulaient qu'ils se rencontrent, donc mariage arrangé. Donc ils se sont rencontrés au bal de Saint-Cyr. De Gaulle, Charles a invité Yvonne, comme ça se fait. Et alors il faut savoir que cet endroit, c'était la maison de l'hôtel particulier de Madame de Pompadour à Versailles, l'hôtel du Réservoir, qui a été office de tourisme et qui maintenant appartient à je ne sais plus quelle école. Donc tout est classé là-dedans. Et donc ça se passait là. Donc c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et quand Yvonne est rentrée chez elle, elle a dit à ses parents, ce sera lui ou ce sera personne. Voilà, donc le coup de foudre a été immédiat, ils se sont appréciés mutuellement, et ça a toujours été un couple extrêmement uni. Voilà, avec, vous savez qu'ils ont eu leur dernière fille qui était trisomique, Anne, que De Gaulle, quand il était là, il passait au moins 1 heure par jour avec elle, et quand elle est décédée, sous l'impulsion de Madame de Gaulle, ils ont créé une fondation, la Fondation de Gaulle, qui existe toujours, dont la présidente actuelle est une de leurs petites filles, voilà, pour les enfants handicapés et trisomiques. Voilà. C'était une parenthèse supplémentaire. Richard a-t-il eu des craintes de ne pas pouvoir libérer la France de l'armée nazie? Alors on me dit que sa crainte et colère, c'est Pétain. Clairement. Hein. Il a été dérouté par l'attitude de Pétain. Ah oui, ça. Et il y a une autre crainte qui ressort, c'est il a pas été certain et a beaucoup douté de Churchill. Voilà, il y a eu une lutte, voilà, très très dure parce que ils étaient, par rapport à ce qu'on pense, ils n'étaient pas en accord sur tout, loin de là. Et Churchill le voyait un peu comme un simple militaire, et il ne voyait pas ce qu'il faisait là. Et sous la pression de Roosevelt, il y avait une volonté d'écarter De Gaulle. Roosevelt voulait envahir la France et point final, puisqu'il avait prévu former des milliers de futurs, des milliers d'Américains pour être les futurs fonctionnaires français. Et donc évidemment, De Gaulle s'opposait à ça. Et donc Roosevelt voulait absolument l'écarter. Donc il s'est pressionné sur Churchill. Donc il y avait un petit peu beaucoup de choses. Alors, Pétain, oui, la des grandes différences entre Pétain et De Gaulle, c'est que Pétain, pendant la Première Guerre mondiale, était sur les lignes de combat, au fort de Douaumont. Pour ceux qui connaissent le fort de Douaumont, il était incroyablement bombardé, finalement pris par les Allemands. De Gaulle a été fait prisonnier, il a fait 4 tentatives. Voilà. Pétain ne venait quasiment pas sur le front, il était à l'écart, à écrire à ses 80 maîtresses. Hein, c'était les balles, les officiers. C'est la première guerre où les officiers de haut rang ne sont pas là. Voilà. On le retrouve en 40 pareil. Pétain reste à l'écart en tant que chef du gouvernement. De Gaulle va sur le front et va gagner la seule bataille que la France gagne en 40 face aux Allemands avec un régiment de chars. Voilà. C'est là la grande différence à chaque fois. C'est que De Gaulle, il est sur le front au plus près, aussi bien en 14-18 qu'en 39-45. Pétain est toujours à l'écart. Donc il y a déjà la grosse différence. Quand on accuse De Gaulle, il a fui, eh ben oui, il a été en Angleterre. Il a fallu qu'il persuade Churchill de faire le discours de 18 juin et de continuer, d'avoir des crédits, tout ce qui s'ensuit. Ça n'a pas été simple. C'était une bagarre permanente face à Roosevelt, etc. Bon, Roosevelt, à fin 44 ou en 45, l'invite et le reçoit comme un chef d'État parce qu'il avoue qu'il a perdu face à De Gaulle. Il faut quand même savoir que les Américains et les Anglais se battaient pour récolter absolument l'Empire français et pour récolter, piquer la réserve d'or de la Banque de France, que la Banque de France avait dès 1939 éloigné de la France. Voilà. Et donc, aussi bien Churchill que
Roosevelt voulait absolument récupérer ça. Donc, ils n'ont pas pu, en particulier grâce à et ce qui fait que la France a absolument tout récupéré, sa réserve d'or, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. S'il y a un homme qui a gagné, c'est pas Staline, c'est vraiment De Gaulle. Il avait strictement rien, et il a tout eu. Il a sauvé la France a été mise dans les Alliés, l'Empire est resté intact. L'Empire contre lequel De Gaulle était, il ne faut pas oublier, dès son premier livre, Le fil de l'épée, je crois dans les années 30, il dit que les colonies c'est fini, hein, il est très lucide, c'est le seul. De même que c'est le premier à dire, il le dit dans son discours du 18 juin, que c'est une guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. C'est un des rares à l'avoir compris à cette époque-là. Et donc il sauve l'or de la France, il sauve absolument tout, alors qu'il n'a rien. Donc c'est vraiment colossal. Par contre, ils sont un couple extrêmement uni, et c'est pas simple parce qu'ils ont leur fille handicapée. Donc il a une humanité formidable, et il est hallucinant. C'est-à-dire qu'en un documentaire, on ne peut pas faire la liste de tout ce qu'il a fait en 39 et 45. C'est clair. Il est hallucinant. Il a absolument tout sauvé. Alors, ma Maria, ma petite fée, j'aimerais savoir, s'il te plaît, merci, ce que fait le général de l'autre côté. Alors ça, je vais te dire que ça le regarde, donc je ne le dirai pas. Voilà. A-t-il une mission particulière là-haut? Alors ça, oui, et sa mission, ça je peux la dire, c'est il protège la France. Voilà. Et je pense qu'on a, malgré tout ce qu'on vit, on a quand même échappé à beaucoup de choses grâce à sa prière de l'autre côté. Ah oui. Alors, Morgane, coucou ma sœur fée. Ma chérie, aurons-nous un autre dirigeant de sa trempe pour diriger la France? Oui. Ce serait bien. Alors, je vais te le confirmer, mais on me dit oui. Et ça fait partie des prophéties. J'ai demandé en même temps quand. Parce que là, c'est vrai qu'on étouffe et en plus, on est dans une période de mauvaise énergie. Là, c'est vraiment horrible, l'atmosphère. Oui, mauvaise énergie, parce que le mal est très présent. Hein. Voilà, on peut dire mauvaise énergie. Paul-Éric, il aime bien être clair. Oui, alors il y aura quelqu'un de sa trempe. C'est le grand monarque, comme vous l'appelez. Hein, et il fait partie de la prophétie. Et là, je laisse Paul-Éric continuer la suite parce que sur le roi annoncé. Ah ben là, je ne connais pas en fait. Il faut que je me renseigne. Mais c'est ce que tu avais dit. Le roi annoncé qui redressera la France. Oui, ah oui. Il sera un modèle. Ah oui, c'est ça que je te dis. Alors, ce qu'on appelle le roi annoncé, c'est le chef d'État. Le Christ ne s'embête pas à président, machin, premier ministre ou si s'ensuit. Il part du principe, c'est très clair, le roi, donc c'est le chef d'État. Donc on ne sait pas s'il y aura une monarchie qui reviendra ou pas. Mais j'espère. c'est... Marthe Robin le dit, Agnès Marie aussi ces dernières années, c'est-à-dire que Marthe Robin est très clair, la France tombera plus bleu que les autres pays par son orgueil, et les jeunes dans leur détresse se tournant vers Marie, et c'est la Vierge qui viendra sauver la France. Et donc le Christ, Agnès Marie précise que le Christ va montrer au monde comment on dirige un pays. À travers cette personne. Voilà, c'est-à-dire un chef d'État donc élu, mais celui que Dieu veut. De la trempe de De Gaulle, ma sœur fait. Celui que Dieu veut, avec un guide spirituel à côté. Comme c'était du temps de l'Ancien Testament. Voilà. Les dissensions en Algérie ont-elles été menées par la CIA à cause des ressources? Alors, je vais te le dire, ma chérie. Oui, les Américains étaient de toute façon très intéressés. Hein. Ils voulaient récolter l'Empire français pour des raisons précises, mais ils ont été intéressés longtemps par l'Algérie.
Alors oui, tout à fait, ma sœur Fée, hein, je te le confirme. Oui, ce qui a été dit est vrai. Hein. Alors après, je m'excuse quand pour certaines questions, je dis oui ou non seulement, mais c'est parce que des fois, on me fait comprendre qu'il n'y a pas besoin d'aller au-delà. Voilà, je suis pas une mauvaise médium, pour autant, je cherche pas à me justifier là. Hein, j'explique, voilà. Tu précises. Voilà, je précise, parce que c'est que la réponse suffit et qu'on doit aussi fonctionner avec la foi et le cœur. Ferait-il un nouvel appel à libérer la France s'il vivait de nos jours face au gouvernement Macron? On me dit largement que oui. Mon Dieu. On me dit, pour De Gaulle, c'est un vendu, Macron. Il vend la France. Ben ouais. Ah ouais, je suis désolée. Hein. Tu sais, il était d'une lucidité incroyable. Hein, quand une fois il a dit rassurez-vous, dès que je vais partir, tout va redevenir exactement comme avant. Plus de pouvoir intestin. Donc oui, il aurait combattu, hein, il aurait fait un appel. Pardon, Oui, non, termine. Non, mais non, pardon, vas-y. je suis allée trop vite. Hein? Non, Voyez, pour De Gaulle, je suis plus détendue que pour Dutroux. Hein. C'est moins... Ah bah oui, mais c'est pas le même. Hein. De Gaulle, c'est bon, ça donne de la force. Non, mais c'est vrai, hein, c'est... Mais c'est un homme remarquable. Hein. Oubliez pas ce que sa petite fille qui témoigne, hein, qui lui dit, il raconte son grand-père lui écrivait quand elle était à l'internat, et un jour elle reçoit une lettre. Bon, il l'appelle, bonjour ma petite fille, j'ai pas de raison particulière de t'écrire, sinon pour te dire que je t'aime. Voilà, ça c'était le général. Il était très, très affectueux. Il prenait souvent dans ses bras ses petits-enfants, comme ses enfants, ce qui n'était pas le cas d'Yvonne de Gaulle, qui avait été élevée beaucoup plus strictement hein, au niveau de l'affectif et des parents. Voilà. Mais lui était très très proche de ses enfants, et ses petits-enfants, il les embrassait, et même ses petits-enfants maintenant, qui sont plus tout jeunes évidemment, quand ils en parlent, il y a le sourire, hein. Il y a le sourire aux lèvres, ça c'est clair. Alors, est-ce l'élite mondialiste, Rothschild et compagnie, qui ont fomenté des attentats contre lui? D'ailleurs, il vous racontera une belle anecdote à propos d'un des attentats. Ah oui, c'est exact. Oui, complètement. Et je vois quelqu'un d'autre, mais je préfère vous le dire, mais malheureusement, je n'ai pas le droit de le dire encore. Voilà. Mais il y a un temps où j'aurai la permission. Voilà. Vous avez dû voir mon changement de visage, donc je préfère vous le dire. Il y a quelqu'un d'autre que vous connaissez bien qui l'a demandé aussi à un moment. Voilà. Et je vous le dirai en temps et en heure. Mais les Rothschild et ce que tu disais, oui, tout à fait, ma belle. Alors, un des derniers attentats, l'attentat du Petit Clamart dans les années 60. Donc, il l'attendait, mitrailleuse et tout. Son chauffeur accélère et tout. Ils avaient donc une DS. Elle existe toujours, hein, ces DS. On relève 33 impacts de balles. Donc, aucune ne va toucher ni le chauffeur, ni Charles de Gaulle, ni son épouse Yvonne de Gaulle. Et donc, Yvonne qui demande si tout le monde va bien, d'un seul coup, elle réfléchit. Les poules, ils allaient chez eux à la boiserie pour le week-end, et elle avait acheté 2 poules à Paris pour le repas. Et donc, elle se précipite et sort de la voiture. Et elle ouvre le coffre, et même les poules étaient indemnes. Et là, elle a respiré. Ça, c'était... ils étaient remplis d'humanité. Hein. De Gaulle... C'est son petit-fils qui dit que de toute façon, il n'est pas question de manger une poule. Qu'il avait connu. Qu'il avait connue.
Voilà. Si Yvonne voulait faire une poule, il fallait qu'elle l'achète et qu'elle la montre pas à De Gaulle. Mais les poules du poulailler, c'était hors de question. Il les connaissait personnellement. Il n'était pas question Et elle le connaissait. Rappelle-toi Ouais, comment il le disait. Je les connais, elles me connaissent. Voilà. Donc, Et un jour, dans une, je sais plus comment il gagne un agneau. Et Madame de Gaulle dit à son mari à table, elle dit, ben, on va faire une loterie et puis ça sera au bénéfice de tel monastère. Et le premier prix, ça sera l'agneau. Et De Gaulle, absolument outré, tape quasiment du poing sur la table, scandalisé. Mais ça va pas, non? Il est hors de question que quelqu'un mange cet agneau. Donc c'était la même chose. Il avait connu l'agneau, donc l'agneau, il a terminé paisiblement sa vie à la boisserie. Mais c'était ça, c'était une humanité très profonde, mais une conscience de la beauté de toute la création, y compris les animaux. Voilà, mais je comprends, moi, ça me viendrait jamais à l'idée de manger Cassiopée ou Plume. C'est pas possible. Voilà. Là, c'est la même mentalité que De Gaulle. C'est, elle me connaît, je les connais, on a un lien, elle toque à la porte, elles me connaissent. Une poule, quand elle veut un câlin, alors je sais pas, pour ceux qui connaissent pas les poules, elle se recroqueville comme ça, les poules, les ailes, pardon, comme ça. Et ça veut dire chez elles veulent un câlin. Voilà. J'ai Plume qui me donne la béquille. Enfin, voilà, c'est impensable, on ne peut pas. Alors comment ça ne me gênerait pas, hein. Oui, tu mens. Tant qu'elles pondent, il n'y a pas de problème. Et de toute façon, le contraire, je leur dis à chaque fois, elles savent très bien, dès qu'elles cessent de pondre, bête. Cocotte. Voilà. Un plat en sauce. Au moins, elles seront... Non, mais c'est pas possible. Alors, tu me demandais aussi s'il était en paix, ma chérie. Mais je trouve que c'est un homme oui, c'est formidable. Quand ces petits-enfants racontent ça, ils sont émerveillés parce que leur grand-père... parce que pas manger l'agneau quand même. C'était un militaire, mais il était profondément humain. Alors, pas pour la France. De quoi? Voilà, il angoisse énormément pour la France. Elle me demandait s'il était en paix. Ah oui, d'accord. Ah bah il y en a plus d'un là-haut qui doit angoisser. Même si eux, ils connaissent l'avenir, mais ça fait rien. Mais c'est surtout parce qu'il voit notre souffrance. C'est pas par rapport à ça. Parce que oui, l'avenir, voilà, mais c'est parce qu'il nous voit agoniser. Et surtout De Gaulle qui voulait pas voir son peuple agoniser, justement, au point de payer toutes les dettes parce qu'il disait ni allemand ni américain. Alors. Magali, coucou. Alors ça, j'ai répondu à la question. Marie, coucou ma belle. De Gaulle a maintenu en poste le préfet de Paris, Papon. Celui-là même qui a ordonné le massacre des manifestants algériens. Le 17 octobre 1961, alors qu'il défilait pacifiquement pour la paix. Son âme est-elle en paix? Donc je t'ai répondu pour la paix. Alors, le préfet Papon, De Gaulle était conscient qu'il ne pouvait pas passer au tribunal la moitié des Français. Par contre, dès qu'il savait, dès qu'il y avait des preuves pour certaines personnes, alors il passait en justice. Point. Comme Pétain, par exemple. Oui. Pétain, Laval, etc. Papon, s'il l'a pris, c'est parce qu'il était compétent et c'est parce que il y avait pas encore, les preuves n'étaient pas encore mises à jour concernant son action dans la rafle du V10 et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Sinon, il est évident qu'il ne l'aurait pas fait. De Gaulle n'était certainement pas d'accord avec ce qui s'est passé en 61 à Paris. Lui qui a lutté contre la torture en Algérie, ça, il n'était certainement pas d'accord. Faut être lucide. De Gaulle, il n'a jamais fait tirer sur la population et c'était hors de question. Donc je pense que le préfet s'est pris une soufflante par une très mauvaise gestion, etc., tout ce qui s'ensuit. Il faut être très lucide là-dessus. On l'oublie tout le temps, mais il s'est battu pour que la torture cesse en Algérie. Hein, quand il est arrivé, Mitterrand avait cautionné la torture, hein, puisqu'il était ministre de l'Intérieur ou je ne sais pas quoi, sous la 4e République, avant que De Gaulle revienne. Donc la guerre d'Algérie était commencée. Dès que De Gaulle il est arrivé, il s'est battu contre.
Ça a été très clair. Voilà. Il l'a répété pas mal de fois. Donc il est évident qu'il ne pouvait pas cautionner ce qui s'était passé à Paris en 61. Voilà. Effectivement, ça a été un scandale outrancier. Voilà. Gilles, coucou, était-il l'homme droit qu'il incarnait ou était-il manipulé? Non, le manipulait pas. Là, j'ai même pas besoin de faire... non, non. Historiquement, il y a la réponse. Non, on le manipulait pas. C'était un homme droit. Ah non, non, bah parce que sinon il n'aurait jamais été l'homme qu'il a été, il n'aurait jamais pu sauver la France comme il l'a fait. Voilà, c'était quelqu'un d'extrêmement lucide et qui réfléchissait énormément et il a toujours voulu être en accord avec sa conscience, ça c'est clair. Mais les choses étaient très claires dans sa tête. Donc non, il n'était pas manipulable. Quand je ferai quelque chose, je vous raconterai comment les Américains ont essayé de faire pression sur lui, mais de façon affreuse, jusqu'à quasiment l'empêcher de partir d'Alger. Et ils n'ont rien obtenu, rien. Il rigolait, hein, et il avait été sous le déluge de bombes du fort de Douaumont en 14-18, et puis il avait été prisonnier par les Allemands, s'évadé plusieurs fois, donc c'était une plaisanterie pour lui, ce qui fait, non, il n'a jamais cédé d'une façon ou d'une autre. C'est ça qui est particulier chez lui, c'est que, d'étant très jeune, on pense ça pour l'orgueil, mais c'est quelqu'un qui est droit. C'est un militaire, hein, il ne faut pas oublier, hein, oui. donc discipline. Hein. Et c'est quelqu'un qui est droit et il n'en démord pas. Voilà. Il est droit, il a une grande conscience de l'histoire. C'est un orateur hors pair et ce qui est très rare, c'est que c'est un écrivain hors pair. C'est très rare les gens qui ont à la fois le charisme de l'oration et de l'écriture. Et donc, lui, il l'avait, comme le père Gilbert d'ailleurs avec qui j'ai travaillé là. Mais ces bouquins sont absolument fantastiques. Il n'a pas pu jamais terminer. Il n'a pas pu terminer en fait Mémoire d'histoire. Mais il espérait le faire avant de mourir. Il n'a pas pu finir. Mais il y a des pages qui sont presque de la poésie dans ce qu'il écrit. Il est incroyable. Hein, il est vraiment incroyable. Alors, bon, ça c'est la petite histoire. Il écrivait à la main et il dictait à sa belle-fille. Mais attention. Fallait qu'elle Il respecte. était hors de question que sa belle-fille dise à son fils ce que De Gaulle écrivait. Donc il a testé régulièrement, et son fils aussi, pour être sûr qu'elle ne parlait pas de ce qu'il écrivait. Et il découvrirait quand le livre serait terminé comme les autres. Voilà. Donc c'était marrant. Mais c'est sa belle-fille qui a eu le privilège de savoir à l'avance. De savoir à l'avance et d'écrire, de l'aider à écrire une bonne partie des livres qu'il a écrits. Et le mettre au propre parce qu'il avait déjà tout dans la tête, il faisait ses discours lui-même et tout. Alors, Evelyne, ma chouchou, alors, a-t-il demandé aux Américains de partir après la guerre car il s'imposait? Pas qu'un peu. Oui, et puis on me dit aussi qu'il avait à lutter contre les collabos. D'une manière aussi. Il fallait qu'il soit très ferme des deux côtés, on me dit. Alors, non seulement il s'imposait, et pour lui, il était hors de question qu'il y ait une mentalité américaine. Pour lui, on était français. On mangeait français, on buvait français, on vivait français, notre culture était française, on lisait français. Voilà. Il y avait cette identité, et ça, on le confond. Donc là, c'est pas dans la médiumnité, hein, à partir de ce que je dis là. On confond beaucoup fierté de notre identité nationale et racisme. C'est deux choses bien différentes. Bien différentes. La culture n'a rien à voir avec le reste. N'a rien à voir avec le reste. C'est une suite de traditions au cours des siècles, dues souvent aux conditions climatiques et de travail. Voilà. Alors, en ce qui concerne les Américains, bien sûr que De Gaulle a eu à lutter. C'est pour ça que le plan Marshall que les Américains font, donc prêter des milliards de dollars aux Européens pour qu'ils se reconstruisent, c'est assorti de conditions. Les conditions, c'est tant de pourcentage de films américains que vous prenez,
c'est le Coca-Cola et tout un tas de produits qu'on doit faire venir dans le pays, etc. C'est pas simplement un prêt qu'on rembourse après. D'ailleurs, pour que le Coca-Cola puisse être accepté en France, il a fallu changer la loi. Voilà. Euh, et donc, c'est assorti de conditions terribles pour acheter les produits américains. Donc ça, De Gaulle quand il va revenir au pouvoir, va stopper ça très vite, puisqu'en 2 ans, il va tout rembourser. Et puis pour lui, il y avait beaucoup trop de défaitistes. Là, là, par contre, on est dans la médiumnité de nouveau. Il y avait trop de défaitistes et tout ça, trop de lâches, et il fallait le combattre sur les deux côtés. Côté allemand et américain. Oui. Ouais. Et puis, il faut savoir que quand il arrive donc à la Libération, vous savez qu'il y a les explications entre... c'est pas résistants, mais des gens qui n'étaient pas pro-nazis et les collabos, soi-disant collabos, les femmes tondues, etc. Beaucoup de choses comme ça, dont beaucoup étaient des résistantes d'ailleurs. Donc c'était une horreur. Et De Gaulle a mis fin très vite. Hein, il a envoyé des commissaires du gouvernement de la résistance partout pour stopper ça très vite. C'est pour ça qu'il y en a eu beaucoup moins que prévu. Les gens ont été jugés légalement, mais il a arrêté ça très très vite. D'autant plus que dans la tombe des femmes, j'en parlerai, il y avait une rancœur des hommes face aux femmes. Ils avaient, par rapport à l'armée allemande, ils avaient eu l'impression d'être bafoués dans leur virilité. Hein, donc il y avait beaucoup de choses qui ne correspondaient pas à ce qu'on pouvait dire, et De Gaulle a stoppé ça très vite, très très vite. Voilà. Donc il fallait lutter à la fois contre les excès à la Libération et contre les collaborateurs français, également contre les Américains. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Roosevelt depuis 2 ans avait fait former des milliers d'Américains pour devenir des fonctionnaires en France. Donc il fallait stopper ça très vite, lutter contre ça. Donc ça a été très compliqué. C'est tout le génie de De Gaulle et le miracle de De Gaulle d'avoir réussi à tout contrer. Tout. Ce qui est assez hallucinant. Et la libération américaine a quand même fait énormément de dégâts. Oui. Alors il faut savoir que voilà. On remet de plus en plus en cause les bombardements des villes en Normandie, etc. Ouais. Il faut savoir que les bombardements américains en quelques semaines en Normandie, etc., font 40 000 morts. Bien plus que les bombardements des Italiens et des Allemands en 40. Hein, donc 40 000 morts. Voilà. C'était pas, on remet en cause, c'était de plus en plus d'historiens où disent que ça servait à rien, quoi. Les Allemands sont pas partis pour autant des villes, donc voilà. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont remises en cause actuellement. Donc c'est pas aussi simple que ce qu'on pense. Voilà. C'est Staline qui, quand il reçoit De Gaulle après 58, quand il revient au pouvoir, 58-68, est absolument estomaqué quand il se retrouve face à De Gaulle. C'est une des rares personnes desquelles il dira que c'est vraiment quelqu'un de bien, que c'est un grand homme. Lui, Staline, qui est complètement démoniaque, etc. Il a été complètement subjugué par De Gaulle. Voilà. Par sa droiture, sa sincérité, sa force intérieure, ça a été très impressionnant. Les Russes qui entouraient Staline habituellement ont été très surpris. Alors là, ma Roselyne chérie, c'est pas de la médiumité, donc je laisserai Paul-Éric, spécialiste en histoire, te raconter et t'expliquer, pardon. Davina, en donnant l'Algérie algérienne, comme je trouve normal, n'a-t-il pas ouvert la porte à ce que la France devienne musulmane? Car nos dirigeants ont vendu pas mal la France au Qatar, et ça me fait peur pour nos petits-enfants quand je vois ce qui se passe en ce moment. Alors, il y a 2 choses. L'intégrisme actuellement islamique est une implosion de l'islam. Voilà. Et la seule façon que l'islam s'en sorte, c'est de se moderniser. C'est le cas des jeunes musulmans à Bordeaux où hommes et femmes prêchent à tour de rôle dans la mosquée et tout un tas de choses comme ça.
Donc l'islamisme est une implosion de l'islam, ça c'est évident. C'est complètement différent des guerres entre protestants et catholiques, qui sont des rivalités, pas intra-catholiques, etc., mais des rivalités entre des religions différentes. C'est complètement différent. Là, c'est vraiment une implosion de l'islam. Par ailleurs, encore une fois, je crois que c'est dans son premier livre, Le fil de l'épée, dans les années 30, que De Gaulle explique que les colonies, c'est fini. Donc il est parfaitement conscient que tout le monde va reprendre, qu'il faut qu'ils reprennent tous leur indépendance. C'est pas pour autant qu'il vend la France au Maghreb, ou etc., ou à l'Arabie, ou aux musulmans, pas du tout. Pourquoi ils viennent? On en a besoin d'en faire venir par camion entier parce qu'on n'a pas assez de travailleurs en France après la Seconde Guerre mondiale. Et quasiment pendant toutes les 30 glorieuses, enfin tout au moins les 20 premières années, il n'y a pas assez de main-d'œuvre en France. C'est pour ça qu'on l'a fait venir de l'étranger. Et évidemment, qui est-ce qui vient? C'est les anciennes colonies, puisque beaucoup parlent français, donc évidemment c'est facile, et parce que la décolonisation ne se passe pas toujours très bien. Donc c'est souvent des dictatures qui viennent après. Donc les gens fuient. Donc ils sont accueillis à bras ouverts parce qu'on n'a pas assez de main d'œuvre. Après, c'est Giscard, donc entre 74 et 81, qui va faire le regroupement familial. Donc qui va permettre aux épouses et aux enfants de venir. Donc là, c'est autre chose. Et au niveau de la participation du Qatar et tout, c'est donc ceux qui ont l'argent actuellement qui investissent en France. Alors pourquoi ils le font aussi? Parce qu'ils sont très conscients que les réserves de pétrole ne vont pas durer éternellement. Et ils savent qu'il faut qu'ils investissent autrement, que ce soit le Qatar, l'Arabie Saoudite et tout, pour, avant qu'il n'y ait plus de pétrole, transformer leur pays et faire reposer l'économie de leur pays sur autre chose que le pétrole. C'est aussi pour ça qu'ils investissent énormément à l'étranger, etc. Mais vous savez, avec le Covid-19, là, tous les pays en ont pris un coup, hein, y compris la Chine qui veut dominer toute l'Asie et tout le monde. Et il est évident qu'il y a eu un frein déjà depuis plusieurs années, l'expansion économique de la Chine était en train de diminuer. Hein. Mais là, cette année, oui, donc au niveau financier, ça va devenir un peu... c'est une parenthèse, mais c'est facile, les Chinois. Par exemple, les nouvelles routes de la soie et tout, ils vont construire les ponts dans les pays que ça traverse, machin et tout, mais en fait, c'est un prêt. C'est un prêt pour construire des infrastructures qui les arrangent, eux, les Chinois. Et c'est des pays qui, souvent, ne pourront pas rembourser. Donc, ils vont tomber dépendants et sous la mainmise de la Chine, c'est très simple. Avec le Covid-19, c'est en train de changer les choses. Mais non, l'indépendance par elle-même est censée établir, supprimer l'Empire et établir l'Empire, c'est vrai que c'est l'Empire pour une république, c'est quand même un con, rétablir les pays, donc des pays indépendants. Le fait est que comme il n'y a pas assez de main-d'œuvre en France et qu'il y a souvent des dictatures après, oui, les gens vont fuir dans le pays qui les a colonisés parce que souvent ils connaissent la langue. Voilà. Mais ça, c'est une chose, ils sont là, c'est-à-dire qu'après, quand ils ont fini, souvent ils retourneraient chez eux. Après, Giscard fait le regroupement familial. Donc là, évidemment, on a des centaines de milliers de jeunes et de femmes qui viennent. Là, c'est autre chose. Et enfin, la crise économique fait que, pour le moment, eux, ils ont de l'argent pour investir. Mais pas toujours autant qu'on pense. Hein. L'Arabie Saoudite, le prince machin, là, qui est actuellement, j'ai oublié son nom, qui dirige l'Arabie Saoudite, c'est une autocratie. Autocratie, c'est-à-dire qu'il y a un seul qui a tous les pouvoirs. Il a un gouvernement, mais qui lui obéit. Comme il n'y avait plus d'argent dans les caisses, qui est quand même un con hein, pour un pays pétrolifère comme l'Arabie Saoudite, donc il a été jusqu'à kidnapper les industriels les plus riches de son pays. Il a récupéré 10 milliards de dollars comme ça. Donc c'est dire que c'est pas aussi simple comme ça. Ils ont pas de l'argent infini et ils investissent, mais de plus en plus à condition que ce soit rentable, parce qu'ils peuvent plus, de moins en moins se permettre de perdre de l'argent. Donc ça équilibre les choses avec le pays, etc. C'est dans lequel ils investissent. C'est assez complexe. Le Covid-19, est-ce qu'il va arriver après, va faire en sorte que toutes les histoires financières vont tomber à l'eau. Voilà.
Mais c'est vrai qu'on pourrait éventuellement s'inquiéter. Mais bon, à partir du moment où ils investissent financièrement, ils prennent un risque et ils veulent donc gagner l'argent. Donc le but, c'est pas de déstabiliser le pays ou d'islamiser, d'ailleurs. Alors Mireille, oui, la franc-maçonnerie existait déjà à cette époque et même avant. Oui, la franc-maçonnerie, les premiers francs-maçons, on pense qu'ils sont écossais. Il est possible que ce soit, c'est une possibilité. Hein. Des historiens sont contre, certains sont pour, que ce soit les Templiers en 1307, quand Philippe le Bel et tous les chassent, et que le 13 octobre, le vendredi 13 octobre, le grand, le responsable de la franc-maçonnerie des Templiers et brûlé vif, etc., fait la prophétie disant que le roi, le pape et tout seront morts à la fin de l'année, ce qui est le cas. Il y en a très peu qui ont été arrêtés en fait, la plupart ont fui. Donc beaucoup sont allés au Portugal où ils avaient aidé le roi et le roi les a accueillis à bras ouverts. Ils ont changé de nom, ils sont plus devenus l'ordre du Temple, les Templiers, mais l'ordre du Christ, qui a existé jusqu'à la fin du 19e au Portugal. Donc ils sont là aussi pour toutes les colonies portugaises, le Brésil, etc., tout ce qui s'ensuit. Mais il est possible qu'il y en ait une partie qui soit allée en Écosse, et certains historiens disent, et comme c'est à peu près à cette époque-là, donc vers le 14e, que les francs-maçons commencent à exister, donc il est possible que ce soit les Templiers qui ont fui en Écosse, qui soient à l'origine de la création des francs-maçons. Alors je vous dis, c'est une théorie, certains historiens disent non, c'est complètement loufoque, ça n'a pas de sens. Oui, c'est une théorie. Et d'autres disent oui, c'est tout à fait possible. Donc là, pour le moment, on ne sait pas où en est la vérité. Donc tu vois, on est au XIVe siècle. Voilà. Alors le coup du vendredi 13, à la fois le grand, j'oubliais, le responsable des Templiers français et la prophétie qu'il fait, où il est cramé le 13 octobre 1307, il est brûlé, cramé, et où il fait au milieu des flammes sa prophétie en disant que Philippe IV le Bel, le roi français, le pape qui est présent, et je ne sais plus qui, seront tous morts avant la fin de l'année, ce qui arrive. C'est de là que vient la peur du vendredi 13. Voilà. Ah, d'accord. Ça vient du XIVe siècle parce que non seulement il est brûlé un vendredi 13, mais également son annonce que le roi, le pape et tout vont mourir a lieu ce jour-là, et effectivement ça se produit. D'accord. D'où la peur du vendredi 13. Alors, ma Yasmina chérie, donc je laisserai Paul-Éric poser la question parce que c'est une question historique. Parce que là, vous voyez, je me bouge et tout parce que j'ai le lichen qui me bouffe à fond. Il faut que je me mette de la pommade en urgence. Désolée. Yasmina, donc coucou ma toute belle, j'ai hâte de t'entendre. Tu demandes donc si le général était un visionnaire pour la France. Ah oui, bah, tu sais, il avait entre 50 et 75 ans d'avance. Hein. Je te dis, à commencer par son premier livre où il dit dans les années 30, les colonies c'est fini. C'est quand même un des premiers, sinon le premier, qui comprend que la Seconde Guerre mondiale est justement mondiale. Il le dit dans son appel du 18 juin. C'est une guerre mondiale. À l'époque, Churchill l'a même pas compris. Hein. Lui, il le comprend d'emblée. Il a une analyse sur le fait de sa lucidité. Rassurez-vous, après moi, tout redeviendra strictement comme avant en politique. Voilà. Et sur des tas de choses. Des tas de choses. Là, je n'ai pas tout qui vient en tête, mais sur l'Algérie notamment, parce que l'Algérie n'est pas une colonie, c'est un département français, donc un statut bien à part, qui aurait pu être inséré dans la France, avec étant de la sécurité sociale, puisque c'est un département. Hein. Donc il a dit lui-même que c'était pas possible avec son truc qui se reproduise comme des lapins. Alors c'était très cru, mais c'était réel. Hein. Donc sous-entendu, pour finir d'insérer complètement l'Algérie en tant que département, ça allait coûter une fortune, et la France évidemment n'avait pas les moyens de sortir de la guerre. Donc il était très lucide. Dans le je vous ai compris, il n'y a pas d'hypocrisie, il a très bien compris les Européens et les Français qui veulent rester en Algérie, et il a très bien compris les Algériens. Et il a très bien compris aussi qu'il y en a une partie qui sont tout à fait contents que les Français soient là. Voilà, ça remplace un califat et tout, donc voilà. Dans le je vous ai compris, il a compris vraiment tous les différents aspects
les opinions, que ce soit des Algériens ou des Français, des Européens présents. Hein. Il n'y a pas du tout de moquerie là-dedans, mais justement, il a parfaitement compris, donc il sait où ça va aller. Voilà, pour l'Indochine, pour tout, enfin bon, c'est pour l'Afrique noire, c'est sorti aussi sur, je sais plus quoi, mais quand il reçoit Kennedy, parce que Kennedy est impressionné par lui, hein. Donc il lui dit je sais plus quoi au niveau de la guerre froide. Oui, oui, il est en avance entre 50 et 75 ans sur son temps. Ça, un certain nombre d'historiens le disent couramment. Il est absolument exceptionnel, dû à sa lucidité, dû à son humanité, à son éducation, à son honnêteté, à l'honneur militaire. Oui, euh, il est absolument remarquable et entre autres très très en avance, oui. Très en avance. Le coup d'être parti 24 heures à Baden-Baden voir son gendre, en mai 68, c'est extrêmement brillant, psychologiquement parlant et politiquement parlant. C'est unique, c'est totalement brillant. Il avait prévenu personne, personne ne savait où il était, ça a secoué complètement le pays. C'est 68 arts, pour moi, des 68 quarts à la con, qui se plaignaient d'être trop heureux. Hein. Pour moi, c'est ça. Parce que quand on voit les dégâts que ça a fait depuis, il était très, très lucide. Quand il parle de cette chienlit et tout, il est parfaitement conscient qu'il y a une catégorie de la population qui veut plus de lui, qui est en dehors de la réalité et qui va faire reculer la France. Il n'a pas pu terminer ce qu'il voulait faire. Il faut quand même savoir que il voulait absolument que les employés aient une part financière dans leur entreprise. C'est quand même les syndicats qui s'y sont opposés. Parce qu'à l'époque, les syndicats, ils étaient aux ordres de Moscou. Quand est-ce que le Parti communiste rentre dans la résistance? Quand Hitler attaque la Russie en 1941. C'est pas quand il attaque la France en 1940. Donc c'est assez éloquent. Donc le Parti communiste, c'est vraiment la CGT, ils sont vraiment aux ordres de Moscou. Hein, jusque dans les années 70, on va dire. 70-80. Donc il est très lucide là-dessus aussi, mais le coup de mai 68 de partir une journée, c'est brillant, brillant. Ça fait un courant électrique dans la France et ça rétablit les choses. Après, il y aura cette manifestation de plus d'1 million de pro de Gaulle. Il faut quand même savoir qu'il va prendre le temps de faire demander à Staline si Staline soutiendra la CGT ou pas, les syndicats, Parti communiste, ou si De Gaulle peut faire ce qu'il peut faire. Staline lui répondra qu'il laisse ses mains libres. Il le fera d'ailleurs. C'est pour ça que ça n'a pas été plus loin aussi en mai 68, à partir du moment où les syndicats et les ouvriers se sont mis avec les étudiants. Voilà, c'est des choses qu'on ne sait pas, hein, mais tout ça, c'est du calcul, il n'y a pas de sincérité. Et puis encore une fois, Cohn-Bendit, chef des mini-révolutionnaires de 68, oui, on sait très bien pourquoi, parce qu'il va arriver à légaliser les rapports sexuels, y compris avec les enfants. Ouais, ils sont maniés par ça, il n'y a que ça qui compte pour les pédophiles. Comme Bénit est un pédophile, c'est quand même un comble que les Français aient été suffisamment cons à l'époque pour se faire diriger par un pédophile. Il faut quand même oser. Ils l'ont fait. Donc ils n'avaient pas grand-chose dans la tête. Hein. Je suis dur avec eux, moi je suis né en 62, hein. J'avais 6 ans en 68, je ne savais pas tout à fait, mais 68. Mais non, mais c'est du délire, quoi. C'est des gens qui sont trop heureux. C'est clair. La guerre d'Algérie est finie, tout ça, et oui. On peut chercher tout un tas d'arguments, mais c'est ça derrière. Hein. C'est des intellos, des universitaires, et voilà. Et alors, placer un Cohn-Bendit à la tête, c'est vraiment. Ça pouvait avoir que des résultats néfastes, ce qu'on paye maintenant. Ça, c'est sûr. Voilà. Alors, donc oui, De Gaulle avait bien, on peut estimer, entre 50 et 75 ans d'avance. Voilà, sur son temps. Alors, ma Catherine, son âme s'est déjà-t-elle réincarnée? Non. Alors, il est unique. Francis, quand De Gaulle était au Cameroun, a-t-il évacué toute une famille à Yaoundé pour habiter provisoirement leur maison? Oh, bah, c'est pas lui qui a évacué. On va voir ça.
Non, on me dit que non. C'est vraiment sérieux cette histoire parce que là... Oh, je le vois mal faire ça. C'est quoi ça? Ah, c'est de l'eau? Ah oui, c'est moi qui ai renversé. Ouais. Bah, ma petite Cléo, ça va? Bah oui, elle est avec maman. Non, mais alors c'est totalement sans fondement cette histoire. Hein. Non. Non, Là, je sais pas d'où ça sort, mais non. je vois mal faire ça. C'est pas. Ah oui, c'est pas le genre. Hein. C'est pas quelqu'un qui ferait ça du tout. C'est plutôt l'inverse, mais c'est pas quelqu'un qui ferait ça. Alors oui, Massessé, il a eu des attentats. Hein. Oui, il n'a pas eu qu'un. Il n'en a pas eu qu'un. Ça, j'ai répondu. Ma Viviane, est-ce que l'association de sa fille va survivre? Ils sont trouvés à l'époque Ouais, un ancien domaine avec un beau manoir. Il y a plusieurs hectares de terre autour. C'est vraiment très chouette. Ah oui, on me dit que oui. Et effectivement, c'est une de ses petites filles actuelles qui est présidente de la fondation. Oui, tout à fait. Hein. Très longtemps et elle va s'amplifier. Vous savez que c'est De Gaulle qui fait mettre un compteur pour l'appartement privé du président à l'Élysée pour payer l'électricité qu'il consomme. De même, les repas de famille, c'est jamais les Français qui ont payé les repas de famille quand il invitait. Madame De Gaulle faisait toujours un chèque. Et De Gaulle refusait son salaire de président. Il s'est toujours contenté de sa solde générale. Coquelicot a-t-il aidé Israël à se procurer la bombe atomique? C'est plutôt les Américains que nous. Il était aussi très réaliste vis-à-vis d'Israël. Il savait très bien qu'ils n'étaient pas parfaits. Donc, Non, pas du tout. non, c'est les États-Unis. Ça, c'est des rumeurs pour l'attaquer, pardon. Israël a quasiment dès le départ été considéré comme le 50e État des États-Unis. Il coûte des milliards de dollars aux États-Unis chaque année, Israël. Non, il a été très lucide et en ce sens-là, il n'a pas du tout toujours été d'accord avec Israël. Mais ça, c'est sa lucidité. Alors, Sandrine, que ferait-il aujourd'hui s'il dirigerait la France par rapport aux économies et les retraites et les profiteurs? Il serait d'une sévérité implacable. Je pense que la corruption s'arrêterait très rapidement. Ça, c'est clair. Notamment au niveau de l'assurance maladie. C'est incroyable comme on parle très peu du déficit de l'assurance maladie, comme on ne sait pas où va l'argent, comme c'est assez hallucinant. Vous savez que l'assurance maladie, c'est un budget supérieur au budget de l'État. Hein. Donc c'est unique dans le monde d'ailleurs. Et tout cet argent, depuis maintenant quasiment 10 ans, on n'entend pas parler. C'est curieux. Alors Michel, c'est étonnant qu'en tant que femme, tu poses cette question. Le droit de vote pour les femmes était-il favorable? Alors là... Était-il favorable? Oui, c'est lui qui l'a fait en 46. Je comprends même pas que tu te poses la question en tant que femme. Parce qu'en fait, en 44, c'est pas Pétain, je suis choquée là. Où il passe déjà une loi sur le droit de vote des femmes, et c'est vraiment De Gaulle qui l'établit. Hein, en 46, le droit de vote des femmes. On lui doit ça, comme on lui doit la création de la sécurité sociale, des ACDIC et de l'ANPE à l'époque, et de tout un tas de choses, des lois de protection de l'enfance, des lois de 45. C'est incroyable tout ce qu'il a fait. Et évidemment, les socialistes disaient oui, c'est un militaire, mais enfin, comme si tu es un socialiste au pouvoir qui a fait autant de lois sociales que De Gaulle. De Gaulle était un humain. Il a d'ailleurs été failli à un moment rentrer dans le parti de Léon Blum, je crois, parce qu'il trouvait qu'il y avait des idées intéressantes, mais il s'est vite rendu compte que c'était que des idées.
et pas autre chose. Puis enfin, permets-moi d'insister, mais ça m'inquiète cette question. Tu penses qu'il faudrait qu'on vote plus, quoi. C'est ça. On n'est déjà pas assez écrasés, nous, les filles. Non, c'est waouh. vraiment De Gaulle qui l'a mis en fonction, qu'il a établi. Hein, dès 46, il n'a pas attendu de revenir en 58. Hein, c'est une des premières choses qu'il a faites. C'est lui qui va faire établir les régimes de retraite et tout. Enfin, c'est incroyable ce qu'on lui doit. Hein. C'est vraiment c'est hallucinant. Alors, Cappuccino, merci beaucoup pour ce que tu as écrit me concernant. Merci. Et voilà, tu sais pourquoi ça me touche aussi. Alors après, pour moi, il y a eu un non-dit entre De Gaulle et Jean Moulin. Grand homme pour la nation. Ah oui, Jean Moulin, ça c'est sûr. Est-ce que De Gaulle a participé à la dénonciation de Jean Moulin? Et si oui, pourquoi? J'ai la réponse. Je demande. Je taquine même. Alors voilà, j'ai plus mal là. Il me fallait la crème. Hein. Désolée, hein, vous voyez, c'est rare que ça se passe quand j'enregistre. Alors non, mais c'est un du gouvernement qui l'a dénoncé. Voilà, donc je comprends pourquoi tu penses à non-dit vis-à-vis de Gaulle. Mais c'est le gouvernement, il a été trahi, oui. Alors le gouvernement des chefs parmi la résistance ou... Hein? Gouvernement parmi De Gaulle. Oui, parmi la résistance, donc pas de De Gaulle. Parce que c'était avant que De Gaulle fasse son gouvernement. Donc c'était parmi les résistants. Oui, parmi les résistants, oui. Oui, mais ça on le sait d'emblée. Mais sûr que non, c'est pas De Gaulle, parce que De Gaulle s'était entendu avec Jean Moulin. Il s'en foutait qu'il soit de gauche, il avait reconnu le français patriotique, l'homme d'honneur, le courage, son nom, puisqu'à l'époque, quand Jean Moulin va voir De Gaulle, il porte déjà son fameux foulard qu'il aura toujours autour du cou. Quand les Allemands ont déjà essayé de le tuer en tant que préfet, parce qu'il refusait de faire ce que les Allemands lui demandaient quand ils sont arrivés dans sa préfecture. Donc, oui, je dis gouvernement parce que quelque part, même si de Gaulle n'était pas officiellement, voilà, il était quand même considéré du coup par Churchill comme chef, tard, quoi. Oui. Voilà. Oui, pas de suite. Donc Jean Moulin s'est tout de suite entendu avec De Gaulle. C'est pour ça que De Gaulle lui a confié comme mission d'unifier la résistance et de mettre De Gaulle comme chef. Et De Gaulle souhaitait qu'il rentre plus tôt. Il y avait eu des demandes de Londres pour que Jean Moulin rentre plus tôt. Jean Moulin voulait absolument terminer et en fait il s'est fait avoir juste avant de rentrer, quoi. Et il est évident que pour De Gaulle ça a été une immense perte. Parce que il aurait été au gouvernement. Faut être clair que dans le gouvernement français, donc à Londres, De Gaulle avait nommé Jean Moulin responsable de je ne sais plus quoi, avec rang de ministre. Donc le gouvernement de Londres, de la France, sous l'autorité de Gaulle, Jean Moulin était ministre. D'ailleurs, c'est quand même hallucinant. Et pour lui, c'est clair, il comptait dessus, c'est pour ça qu'il voulait qu'au bout d'un moment, il rentre, parce qu'il estimait que ça allait être une pierre de fondation importante pour après la libération, pour reconstruire la France. Donc pour lui, c'était une perte immense. Ils s'entendaient sur énormément de choses. Hein. Ils avaient un caractère finalement proche et ils s'entendaient sur beaucoup de choses. Un des points communs qu'ils avaient, outre le courage et tout, la détermination, c'est le réalisme. Voilà. La prise de conscience et la capacité à être très réaliste. Voilà. Faut quand même comprendre que Jean Moulin va voir De Gaulle qu'une fois. Avant que De Gaulle le nomme ministre, etc., le renvoie avec une mission qui va complètement tout changer au niveau de la France, mais au niveau de Churchill et tout, etc. Voilà. Puisque ils s'aperçoivent très vite, les Alliés, que un débarquement de la France, y compris le débarquement
au mois d'août, à partir du 26 août en Provence, n'est pas possible sans, et puis le débarquement de Normandie encore moins, n'est pas possible sans les résistants. Donc là, De Gaulle prend toute sa force. Alors, il faut savoir que le débarquement de Normandie n'est pas le plus grand département. Celui de Provence déploie plus, si mes souvenirs sont exacts, de matériel et d'hommes. Et donc, pour De Gaulle, Jean Moulin est un atout très très important. D'abord, ils s'entendent très bien, tous les deux. Ils ont un immense respect. Et De Gaulle, quand il apprend que Jean Moulin est arrêté et qu'il meurt, parce qu'il ne veut pas parler, s'il ne le surprend pas, ce qu'il confirme dans son idée, il est effaré. Parce que pour lui, c'était une pierre vraiment angulaire dans son nouveau gouvernement. Ça, c'est clair. Jean Moulin aurait une place, peut-être pas Premier ministre ou président du Conseil, comme à l'époque, mais quelque chose de très très élevé, c'est évident. On ne se rend pas bien compte de ce qu'il avait demandé à Jean Moulin et de la responsabilité qu'il avait passée à Jean Moulin. Qui était énorme. Parce que si on s'en rendait compte, on ne poserait pas cette question. Voilà. C'est-à-dire que oui, il travaillait de pair et il y avait une très très grande estime réciproque. Voilà. Et encore une fois, De Gaulle pensait bien que Moulin serait là à la Libération pour faire partie du gouvernement et pour aider à reconstruire la France, ça c'est clair. Voilà. Peu importe s'il était officiellement de gauche, lui ce qu'il voyait c'était la valeur de l'homme, c'était pas autre chose. Oui, puis je voulais rajouter une chose. Ce qui est assez choquant, c'est qu'au premier retour de son entretien avec le général de Gaulle, ça se battait déjà pour qui aurait le pouvoir. Oui. Et il a dû mettre les choses au pas. Voilà. Et il a dû leur expliquer, bon, on va peut-être arrêter de se battre le temps que les Allemands sont encore là. Alors, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez peut-être le trouver sur YouTube, le téléfilm sur Jean Moulin fait par France 2. Il y a eu 2 films. Qui est une merveille, oui. Il y en a un qui a été fait en un seul épisode. Et il y a le téléfilm qui est fait en 2 parties, qui est vachement complet, où il s'appuie totalement sur des faits, qui ont été vérifiés et tout, qui est très très complet, qui est très intéressant, parce qu'on voit toute la force de Jean Moulin, tout le lien, toute l'entente avec De Gaulle, et en même temps, toute sa lucidité, toute sa conscience, et les heurts entre les différents partis résistants, politiques, communistes, enfin, ils sont en pleine guerre, les Allemands sont là, ils se chamaillent ouvertement pour prendre le pouvoir et tout, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien compris, quoi. Ils n'ont vraiment rien compris, c'est affolant. Et Jean Moulin, qui est implacable, va réussir à mettre de l'ordre là-dedans. Et tout unifier sous De Gaulle. Et c'était pas un mince travail. C'était pas un mince travail. Mais donc, ce téléfilm, c'est avec France 2. Donc, il y a en 2 parties. Il y en a 2 qui ont été faits en quelques années. Mais celui-là, en 2 parties, il est absolument excellent. Il y a des choses qui sont vraiment bien détaillées. C'est vraiment... il est très bien fait. Et il s'appuie sur beaucoup de faits historiques. Alors. Ah ouais, TikTok. Ça va, ma fifi? Papa est agace, là. Et ça pousse les petits poils. Voilà. Alors, Daniel, coucou. Tu mets, si ce maréchal de malheur du nom de Pétain, qui a empêché De Gaulle d'agir, la France aurait-elle fichu les nazis dehors en résistant héroïquement comme en 14? C'est sûr que Pétain, c'est vraiment un sale bonhomme. Si vous voulez une voyance sur lui, vous me le dites. Alors oui, évidemment. Oui, tout à fait. Par contre, je vais répondre à la personne qui t'a répondu. Tu peux pas dire que Pétain n'est pas ce qu'il était ou qu'on a dramatisé les choses. C'est pire
que ce qu'on nous a appris jusque-là. C'est pas du tout quelqu'un qui a fait les choses pour soi-disant protéger les Juifs, hein, ou en sauver un maximum. Il a aggravé les lois et baissé les âges des enfants pour aller dans les camps. Alors Pétain est réellement une ordure. Et de Gaulle, dans le film qui est sorti sur lui, là, on le voit, De Gaulle, à travers son régiment de blindés et tout, il résistait aux Allemands. Hein. Si on l'avait nommé chef de tous les armées, etc., oui, les choses auraient changé. Ça, c'est évident. C'est vraiment évident. Et les Allemands n'auraient pas pu envahir la France comme ils l'ont fait, ni quoi que ce soit. Pétain a tout fait pour que les Allemands gagnent. Pourquoi Comme je l'ai déjà expliqué, Pétain est nommé en 1936 ambassadeur en Espagne, donc juste après la guerre civile espagnole. Et il s'entend très bien avec Franco. Et quand il revient en France, il dit « je suis prêt à gouverner ». Parce que lui, le régime qu'il voit en Espagne, qui est comparable à celui lui convient très bien. de Mussolini et d'Hitler, lui convient très bien. Et donc, s'il ne peut pas avoir le pouvoir par les urnes, les Allemands vont l'aider à prendre le pouvoir. Puis tu vois, j'ai posé moi la question sur l'âme de Pétain pour voir. Et les choses sont très très claires là-dessus, sur Pétain. Lui, c'est dès 1936 hein, qu'il veut un régime totalitaire en France. Hein. C'est pas quand les Allemands... Effectivement, lui, il abaisse l'âge d'envoyer les enfants en camp de concentration. Il passe les premières lois anti-juives avant que les Allemands le demandent. Il faut savoir que je ne suis pas sûr que ça s'applique à toute la France, puisqu'il commande la zone libre, Pétain. Mais la France, il y a trois parties. Il y a le Nord, une bonne partie de Hauts-de-France, hein, qui sont rattachés au gouvernorat nazi belge. Il y a le reste, jusqu'à Bordeaux et tout, qui dépend d'un gouverneur nazi, donc à Paris. Et il y a la zone libre qui est commandée par Pétain. Donc je ne suis pas sûr. Il a un pouvoir très limité en dehors de la zone libre. Hein. Donc il y a les lois que les Allemands passent dans la zone occupée, mais il y a les lois que Pétain passe dans la zone libre. Et ça, les lois sur les Juifs, il les passe. Et les Allemands n'ont pas le temps de lui demander. Il est très clair. Et c'est lui qui abaisse l'âge des enfants pour aller en camp de concentration. Alors là, j'ai posé en plus une question sur l'âme de Pétain. Il y a carrément le démon humain qui ressort et qui est confirmé. Et on me dit qu'il a délibérément choisi l'enfer. Tu vois. Alors, c'est pas du tout le mec... Oui, mais parce que Pétain, il ne regrette rien. À son procès, on s'attend à avoir un mec sénile parce qu'il a 84 ans. Ouais. Il vient bien droit, il parle très clairement, il a énormément d'énergie, ça surprend tout le monde. Il n'a aucun regret. Aucun. Après, tu dis à Clément que ton père ne supportait pas De Gaulle, etc., étant résistant. Mais on le sait. On le sait, des documentaires le montrent, etc. Et encore une fois, je le répète, Jean Moulin, dès qu'il est revenu avec les indications, ça se bagarrait déjà pour avoir le pouvoir. Les nazis n'étaient même pas encore dehors, loin de là. Voilà, et ça pensait déjà, ah oui, mais c'est un général, un dictateur, tatati, tatata. Donc, ce que tu me dis, je respecte l'opinion, chacun a son... libre arbitre, pardon, mais ça ne me surprend pas. Ce que les résistants n'ont pas compris, c'est que s'ils n'avaient pas été unifiés, ils auraient été détruits un à un. Hein, ça aurait fait que des petites guérillas. Et secondo, on serait sous un gouvernorat états-unien. De Gaulle, encore une fois, quand je ferai un truc, vous comprendrez mieux, tout ce qu'il a protégé, et comment il a réussi à ce que la France soit parmi les alliés et garde son autonomie. Je vous l'ai dit, les Américains, Roosevelt, depuis 1 an, 2 ans, avant 1944, avait fait former des milliers de fonctionnaires américains pour devenir fonctionnaires, pour diriger, être préfet et tout, diriger la France.
C'était très clair. Et ça, s'il n'y avait pas eu De Gaulle, les résistants n'auraient pas pu l'empêcher. Voilà. L'unification, sans unification, ben, c'était des petits groupes qui auraient été éliminés un à un. Secondo, ça permettait à De Gaulle de faire envoyer des armes et tout, pas comme il voulait, parce que Churchill ferme régulièrement les vannes pour l'emmerder. Ça y a donné la force d'être reconnu et de mettre la France parmi les alliés, parce que quand ils ont vu que sans les résistants, ils ne pouvaient pas débarquer, ben voilà, s'il y avait que des petits groupes, ça n'aurait pas du tout été fonctionné pareil, ils auraient été éliminés un à un, et ils auraient dû se démerder autrement pour débarquer. Et secondo, sans De Gaulle, les Américains prenaient le pouvoir en France. Encore une fois, c'est très clair, il n'y a que lui qui s'y opposait. La résistance n'a rien pu faire, la résistance interne française, les FFI, les forces françaises de l'intérieur, n'ont rien pu faire sur ce plan-là par rapport à Roosevelt. C'est que De Gaulle qui nous a rendus autonomes et qui nous a mis dans le camp des Alliés. Il faut que ce soit très clair. Donc, oui, il y a eu des rivalités tout de suite, il y a beaucoup de résistants qui ne supportaient pas et tout, parce qu'ils le voyaient comme un mec qui voulait diriger et tout, mais ils ne comprenaient pas l'enjeu qu'il y avait à l'extérieur de la France. Tout l'enjeu pour que la France reste indépendante et tout, ça, ils ne le comprenaient pas, ils n'avaient pas cette vue-là, cette vision-là. Ils avaient la vue de se battre, de chasser les Allemands de leur coin, etc., donc une vision locale. De Gaulle introduit une vision nationale parmi les résistants, donc pour les unifier, et lui a la vision internationale. Hein, les Anglais, les Français qui veulent les Américains qui veulent récupérer l'Empire, l'Algérie, tout ça, comme je disais tout à l'heure, la réserve d'or de la France et tout ce qui s'ensuit. Donc il n'y avait que De Gaulle qui était à l'extérieur qui pouvait protéger la France comme il l'a fait. Voilà. Les résistants n'étaient qu'à l'intérieur. Donc tout ce qui se passe à l'extérieur, ils ne le voyaient pas, ils n'en avaient pas conscience. De Gaulle avait la conscience de l'intérieur et de l'extérieur. C'est ça la grande différence. Alors, Coquelicot, tu me demandes, est-ce qu'il a eu recours au crime d'État, en particulier en Afrique noire, Afrique du Nord et Algérie, et en Algérie? Non. Non, c'est confirmé, pas du tout. Non, non. De Gaulle, encore une fois, s'est opposé à la torture en Algérie. Il lui fallait des interlocuteurs. Donc, si on les supprimait, il n'y avait plus d'interlocuteurs. Alors que Mitterrand, lui, a autorisé la torture. Hein. Ben, c'est Mitterrand qui autorise la torture. Hein. On l'oublie, mais c'est Mitterrand qui autorise la torture en Algérie. Et les crimes d'État, les suppressions, là, ça va être sous ce gouvernement-là. Mais pas sous De Gaulle. De Gaulle qui a compris depuis longtemps que les colonies, c'est fini, il a besoin d'interlocuteurs valables. Voilà. D'où les accords d'Évian, d'où tout ça. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. Mais lui, non, les crimes d'État, non, il sait que ça ne marche pas. Il sait que ça ne marche pas. Contrairement à Staline, etc., il sait que ça ne marche pas de toute façon. Alors, Sérafina, oui, ma chérie, c'est bel et bien vrai qu'il a organisé la résistance de l'Angleterre. Il l'a rassemblé, il y avait plein de groupes, il l'a prolongé et il l'a rassemblé, il l'a unifié. C'est devenu donc les FFI, Forces françaises de l'intérieur. Qui complétaient donc les forces françaises de l'extérieur. Qui étaient à Londres, etc. Alors, Lise, dernière question. Est-ce vrai que le général de Gaulle a donné l'argent en tant que président aux pauvres et aux associations des enfants qui n'avaient pas de parents? Mon grand-père l'aimait beaucoup. Bisous à toi et à Paul-Éric et au Tréchat. Alors oui, tout à fait. Il y a même encore beaucoup plus de biens qu'il a fait qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on connaîtra en temps et en heure.
Voilà, donc j'espère vraiment avoir bien répondu à ta question, Babel. Alors c'est-à-dire que ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il a toujours refusé son salaire de président, il s'est contenté de sa solde générale. Voilà. Et donc, ben, forcément, son salaire de président, du coup, où il l'a mis par économie, où il l'a offert à tout un tas d'associations, etc. Voilà. Quand vous offrez votre salaire à des associations, etc., l'avantage, c'est que le salaire est compris dans le budget, donc ça ne crée pas de déficit. Voilà. Donc c'est ça l'intérêt, si vous voulez. Mais oui, il a toujours refusé, donc payer l'électricité, tout ce qui s'ensuit, les invités personnels, Madame de Gaulle faisait toujours le chèque à l'Élysée, donc voilà quoi. Oui, oui, ça c'est clair. Alors j'ai eu un commentaire qui m'a un peu blessée, je te laisse répondre toi, sinon on va encore dire je fais des coups de gueule. Qu'as-tu à répondre pour tous ceux qui pensent comme cette personne, que De Gaulle est un lâche, a abandonné la France, etc., et que c'est trop facile de se faire passer pour résistant? Oh, bon, ça c'est le truc, ça date des délirants de 40. Quand on sait ce qu'il a eu à affronter, c'est tout sauf un lâche. Hein. On a cherché à le tuer pas mal de fois quand même. Hein. Et comme je viens d'expliquer, on ne pouvait pas, pour libérer la France, avoir qu'une vision intérieure, locale. Il fallait la vision extérieure. Donc les affrontements qu'il a eus avec Roosevelt, Churchill, etc., on n'imagine pas, ça a été colossal. Il est parti de rien, il a fallu qu'il arrache le moins de centimes pour faire envoyer aux résistants et tout. On n'imagine pas tout ce qu'il a fait. Hein. On n'imagine pas du tout. Quand il se bat pour aller, parce qu'il ne reste pas à Londres, hein, quand il se bat pour récupérer les colonies qui passent sous son contrôle et non plus sous le contrôle de Vichy, il risque sa peau aussi pas mal de fois. C'est pas parce que vous allez à l'extérieur, tous les gouvernements l'ont fait d'ailleurs, pour constituer un gouvernement du pays, pour le protéger parce que vous êtes envahi, que c'est la facilité. Ça n'a rien à voir. De Gaulle n'était pas reconnu. Pour eux, même s'il était secrétaire d'État, c'était un obscur secrétaire d'État et un obscur général. Il a fallu qu'il fasse jouer sa crédibilité, qu'il constitue une première armée de France française à l'extérieur et tout ce qui s'ensuit. En 1944, l'armée française extérieure, c'est 400 000 hommes. Ouais. C'est pas les FFI, les résistants qui auraient pu faire ça. Donc il a fait un travail colossal. Encore une fois, il n'y avait pas de Gaulle, on serait sous le joug des États-Unis. Je le répète une troisième fois, Roosevelt, à partir de 1942-1943, fait former des milliers de fonctionnaires états-uniens pour devenir préfet, sous-préfet, etc., prendre le contrôle de toute la vie politique en France. C'est De Gaulle qui nous sauve de ça. On n'imagine pas les combats qu'il a eu à mener. Je ne crois pas que ce soit reposant, que ce soit simple. Voilà. Surtout que quand il allait en avion, etc., ou quand il allait en bateau en Algérie comme il a fait, il était soumis aux sous-marins allemands pareil. Hein. Il aurait pu être descendu pas mal de fois. Le nombre d'attentats auxquels il a échappé sont significatifs. Donc c'est loin d'être reposant. Le coup de dire Pétain est resté, oui, Pétain est resté parce qu'il voulait rester. Et parce que lui, il voulait instaurer un régime qu'il a instauré, où les Juifs étaient exclus et tout. Encore une fois, il n'a pas attendu que l'Allemagne lui demande de voter des lois antisémites, il les a votées bien avant, dès qu'il arrive au pouvoir. Voilà. Donc qui est-ce qui protège les Français, Juifs, etc. C'est des résistants à l'intérieur. Mais c'est De Gaulle. De Gaulle qui n'arrête pas de dire il faut intervenir, il faut ceci, il faut cela, il faut... Il n'y aurait pas De Gaulle, ben oui, peut-être que la France n'existerait plus. Voilà, on serait le 52e État après Israël des États-Unis. Voilà. Non, c'est trop facile de dire ça. Quand on ne connaît pas ce qu'il fallait faire pour que la France garde son indépendance. Bien sûr. Quand la guerre commence avec la signature de Pétain, Pétain qui est élu en dehors de toute constitution, hein, en dehors de la constitution française de l'époque. Le Parlement décide de lui donner les pleins pouvoirs. Mais ça, ça repose sur rien au niveau de la Constitution. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle l'État français.
Donc il dirige la moitié de la France, et il n'est pas clair. Encore une fois, dès qu'il va en Espagne, qu'il est envoyé ambassadeur en Espagne à partir de la fin de la guerre civile espagnole, 36, fin 36, lui, il n'a qu'une envie, c'est instaurer le même style de gouvernement en France. Et ça, c'est des faits. Hein, on a ses courriers, on a tout ça, c'est des faits. Voilà. Donc, De Gaulle, quand il part à l'extérieur, c'est compliqué, parce qu'il est méconnu, il est rien. Et il va s'opposer à Churchill, etc. Il va faire... C'est énorme que la France soit parmi les alliés et pas mis avec Hitler et tout, parce qu'il y aurait eu Pétain, il était mis avec Hitler. Hein. Pétain marchait avec Hitler. Il faut être lucide. Bon alors ? Qui c'est qui s'est opposé à Hitler? Les évêques français. Alors ils ont mis du temps, certains ont hésité. Par contre, quand ils s'y sont mis, ça a commencé par l'évêque de Bordeaux, ça a sérieusement emmerdé Pétain et Hitler. Il y en a qui ont été arrêtés d'ailleurs. Alors, l'intérêt d'avoir au départ presque soutenu Pétain, c'est que du coup, ils étaient très forts pour le contester après. Pétain a hésité à s'en prendre à eux. Bon, après, ils ont trouvé les ordinaires, mais bon. Mais c'est vraiment eux qui s'y sont opposés, ouvertement. En dehors, les résistants, c'était en cachette. Mais ouvertement, il n'y a que les évêques français. Il y a Léon Blum, il a été mis de côté tout de suite, emprisonné tout le temps de la guerre. Il a échappé au camp de concentration. Bon, voilà. Et le reste, après, c'est De Gaulle. De Gaulle qui fait ses discours et tout, etc. On oublie que son fils a fait le débarquement. Hein. Il n'a pas été protégé ou mis à l'écart, par exemple, à l'infirmerie, parce qu'il était le fils de Gaulle. Il a été sur le front, il a débarqué en 1944, il a été parmi les militaires, etc. Bon, si vous voulez voir le courage de Gaulle, regardez quand il arrive à Paris, en août, que Paris est libéré, ils se rendent à la cathédrale Notre-Dame pour faire une messe de remerciement. Et il y a des tireurs d'élite nazis ou collabos qui sont sur les toits et qui tirent sur la foule. Et alors, ça a été filmé. Hein. Toute la foule se couche sans exception. Il n'y en a qu'un qui reste debout, c'est De Gaulle. Il faut avoir un sacré cran. Il ne se couchera pas, il restera debout pendant toute la fusillade. Voilà. Donc, ce sont des faits. Et les faits de protéger la France, de la maintenir indépendante, etc., c'est incontestable aussi. Lui doit, quoi. On lui doit. Ce ne sont pas les forces intérieures, les forces françaises de l'intérieur, qui pouvaient intervenir sur le plan international et tout. Ils avaient ainsi à faire à l'intérieur. Sans De Gaulle, ça aurait mené à rien. Encore une fois, les résistants ne s'unissaient pas, donc les Allemands délogeaient les groupes un à un, alors qu'après, ils ont travaillé tous ensemble. Donc, oui, non, c'est pas facile d'aller à l'extérieur, de faire des discours, d'entretenir la flamme et tout. C'est pas du tout facile, d'autant plus qu'il était à Londres. Et je vous rappelle que Londres a été particulièrement bombardée, hein, il pouvait y passer. Hein. Tout le temps qu'il n'allait pas en Algérie, etc., tout ce qui s'ensuit, ses déplacements, c'était une résidence à Londres. Bien sûr. Et sa femme et sa fille le suivaient pas, donc il pouvait être bombardé pareil. C'était pas reposant de vivre à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Les bombardements ont duré jusqu'en 1945. Hein. Donc voilà, non. C'est, à mon avis, il a échappé pas mal de fois à la mort. Oui. Maintenant, il faut quand même voir les réalités de l'histoire en face. Et les faits historiques sont là, de toute façon. Voilà. Ceci étant dit. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaît. Volontairement, j'ai demandé à mon homme d'être là parce qu'évidemment, historiquement, comme vous avez pu le constater, il a apporté plein d'éléments. C'est important. Voilà. On a toujours été énormément soutenu par Cléopâtre qui est là. Voilà, notre binôme. Voilà, vous avez vu l'obsession de Paul-Éric d'avoir peur que ce soit du pipi, alors que je lui dis depuis tout à l'heure que c'est de l'eau. Voilà, ça vous montre son côté maniaque. Non, voilà, donc c'était la petite boutade de la fin. En tout cas, j'espère qu'on a répondu tous les deux aux questions, que ça vous donne des éléments en plus. Et s'il y en a encore, de toute façon, comme d'habitude, je n'hésiterai pas à faire une deuxième vidéo.
Bonjour mes elfes, bonsoir mes elfes, à très très vite et que Dieu vous bénisse. Au revoir, à très Bisous. bientôt.